Traverser des paysages à plus de 300 km/h. Une évidence au XXIe siècle. Pourtant, la très grande vitesse est une prouesse et l'aboutissement de 2 siècles d'une incroyable épopée technologique qui a bouleversé l'histoire des hommes. C'est le plus grand bond en matière de vitesse qu'a jamais fait l'humanité. Ça, c'est génial. Mathieu Barraud est ingénieur et enseignant en génie mécanique. Il va marcher dans les pas de pionniers, d'inventeurs capables de surmonter de formidables défis techniques pour concevoir des locomotives toujours plus puissantes. Tracer des voies audacieuses pour conquérir les grands espaces, unifier des continents et faire voler en éclats toutes les règles du jeu ferroviaire. Hyperloop, c'est Jules Verne, ça fait rêver, c'est le monde de demain. Une enquête scientifique sur les traces de visionnaires obstinés, portés par l'ambition de devenir les maîtres du rail. Dans les brumes d'Angleterre, au cœur de la vallée d'Ironbridge, Mathieu Barraud débute son enquête. Cette grande région minière fut jadis le berceau de la révolution industrielle et accueillit au balbutiement du XIXe siècle Richard Trevithick, un brillant ingénieur venu de Cornouailles qui, au milieu du fracas des hauts fourneaux, entreprit de forger les rouages d'une étonnante machine sans imaginer à quel point elle allait marquer l'histoire des hommes et des techniques. Waouh. Incroyable cette machine. Hello Alan. Bonjour Mathieu. Bonjour. Elle est extraordinaire votre machine. Je l'ai regardée depuis l'autre côté de la rivière, elle est magnifique. Yes. J'adore ce mélange d'engrenages, de vapeur, de fumée. Yes. Oui, c'est la première machine à vapeur à avoir jamais roulé sur des rails. Elle a inspiré toutes les machines qui sont venues après elle, mais celle-ci fut la toute première. Superbe. Comment est-ce qu'elle marche? Le foyer est là et autour, il y a une chaudière remplie d'eau. Lorsque le feu est assez chaud, il transforme l'eau en vapeur. Et c'est ça qui va entraîner la locomotive. On peut essayer? Oui, oui, bien sûr. Ah, c'est génial. La vapeur, tout ça, c'est génial. C'est pour ça que les gens en ont eu peur la première fois qu'ils l'ont vue. Ah, yeah. Toute cette vapeur. Oui, on comprend pourquoi les gens étaient effrayés, quoi. Ça grogne comme un gros monstre, ça éructe, ça envoie de la vapeur. On dirait un dragon. Ça, c'est pour commander la vapeur, c'est ça? C'est pour faire entrer la vapeur dans le piston. Donc plus vous en mettez, plus vous allez vite. C'est comme un accélérateur dans une voiture. La chaudière d'une locomotive à vapeur est constituée d'un foyer dans lequel est brûlé du charbon. Les fumées chaudes du foyer parcourent un tube en forme de U immergé dans un réservoir d'eau. Portée à ébullition, celle-ci se transforme en vapeur qui pénètre ensuite dans une chambre étanche, le cylindre. La pression générée par la vapeur exerce alors une force sur un piston et le met en mouvement. En bout de course, un système permet l'inversion du cheminement de la vapeur dans le cylindre.
Le piston est ainsi animé d'un mouvement de va-et-vient continu, permettant d'entraîner la bielle, une tige articulée qui transmet le mouvement aux roues. Plus le débit et la pression de la vapeur sont importants, plus la puissance et la vitesse de la locomotive augmentent. Trevithick est l'héritier de James Watt, grand ingénieur britannique dont les travaux sur la vapeur avaient déjà permis la conception d'outils se substituant avantageusement à la force de production humaine et animale. Quelle est la vitesse que la machine de Trevithick a atteint? En fait, il n'existe pas d'informations précises à ce sujet. Rien n'a été écrit. Mais l'idée, c'était de remplacer un cheval. Un cheval qui tire une charge d'1 tonne marche à 6 km/h. D'accord. Et il voulait faire quelque chose d'équivalent. Donc on suppose que cette machine faisait du 6 km/h. Alors, comment est-ce qu'on s'arrête? Il n'y a pas de frein, Il n'y a pas de frein. donc il faut être très prudent. Et on va la laisser s'arrêter toute seule. Georgina, quand on regarde cette machine étrange, c'est vraiment pas l'idée qu'on se fait d'une locomotive, et pourtant c'est la première locomotive qui est apparue dans l'histoire. Pour comprendre cette forme bizarre, il faut vraiment se plonger dans la biographie de Richard Trevithick. Son père était mécanicien dans une région minière et il installait et réparait les machines à vapeur. Quand Trevithick arrêta l'école, il était déjà familier de ces machines à vapeur et à 19 ans, il devint lui aussi mécanicien. Mais il n'a pas fait que travailler sur ces machines, il les a aussi améliorées. Il a créé une machine à haute pression et l'a mise sur 4 roues. Et il a réussi à parcourir les chemins de Cornouailles à près de 13 km/h avec cette locomotive sur route. Mais c'est ça en fait, Trevithick c'est un grand ingénieur. Il va prendre des composants sur l'étagère et il va assembler ça comme un brillant mécano pour faire finalement un objet qui n'a jamais existé. C'est ça le côté génial de ces grands ingénieurs, c'est de pas forcément tout inventer, mais de fusionner en fait des technologies existantes. Oui, exactement, mais malheureusement, il a eu des problèmes avec les roues et il s'est écrasé contre un mur. La conduite incertaine de cette machine pénalise son rendement. Trevithick a alors l'idée aussi évidente que géniale d'utiliser les qualités des rails, depuis longtemps éprouvées pour convoyer aisément de lourdes charges. Il conçoit un nouveau prototype qu'il pose tout simplement sur les voies d'une mine de charbon. Ainsi naît le tout premier train de l'histoire. Au matin du 21 avril 1804, une large foule s'était rassemblée pour admirer cette locomotive. Il y avait 70 passagers à bord, 5 wagons chargés de 10 tonnes de fer et il leur a fallu environ 4 heures pour parcourir une quinzaine de kilomètres. Mais ils l'ont fait et sur la ligne d'arrivée, le public les a acclamés. Tant d'heures de voyage pour faire seulement 15 km, c'est quand même poussif. Mais en même temps, il faut quand même reconnaître que c'est une grande révolution dans le transport. Ça a dû être l'heure de la gloire pour lui. Non, pas vraiment. C'est triste, mais jamais Trevithick n'a connu la gloire ni la fortune. Le même jour, sur le trajet du retour, les boulons ont cassé, la chaudière s'est effondrée. Mais en 1808, Trevithick a construit une autre locomotive, baptisée Matrap-Kipura, qui a fonctionné avec succès pendant quelques semaines. Installée à Londres, sur une voie circulaire, entourée d'une enceinte, cette nouvelle locomotive accueille des passagers en échange de quelques shillings. Une véritable attraction qui prit fin brutalement. Sous le poids de la machine, un rail se brisa, provoquant le déraillement et sonnant le glas des expérimentations de Trevithick. Faute de ressources et de soutien, Trevithick émigra au Pérou pour travailler dans une mine d'argent. Et lorsqu'il mourut, oublié de tous, il fut enterré dans une tombe anonyme. En fait, cet homme qui a eu l'idée géniale de mettre un moteur à vapeur sur des rails est arrivé un peu en avance sur son temps. Il n'y avait pas la métallurgie qui allait bien et les rails cassaient. Et c'est dommage parce qu'il avait tous les ingrédients pour faire une révolution. Oui, mais en dépit de sa triste histoire, il a fait du chemin de fer une réalité. Le secret du chemin de fer, c'est le contact entre la roue d'acier et le rail d'acier. Puisqu'avec fort peu d'énergie, on peut déplacer des charges importantes.
Déjà, avec l'acier, on est en présence de matériaux qui sont très durs, donc qui se déforment fort peu, et la surface de contact entre la roue et le rail est extrêmement petite, ce qui explique ce faible frottement qui est tout à fait caractéristique du ferroviaire et que l'on ne va évidemment pas retrouver avec une roue roulant sur un pneumatique. Si Trevithick eut l'idée géniale d'exploiter la combinaison roue-rail, sa science de la vapeur reste cependant inaboutie. Alors le problème pour le Trevithick, c'est qu'il manque de puissance. Sa chaudière est une simple marmite. Et vous savez, une simple marmite, ça produit assez peu de vapeur. Produire la vapeur suprême, telle est désormais la quête des premiers maîtres du rail. Et c'est en France qu'une invention cruciale va propulser le chemin de fer dans une nouvelle ère. C'est assez impressionnant, parce que par rapport à la Trevithick, elle est beaucoup plus massive. On est passé à une dimension supérieure. Cette puissante machine est l'œuvre de Marc Seguin, ce remarquable ingénieur descendant des frères Montgolfier, convaincu que l'expansion des modes de transport fera entrer son siècle dans la modernité, conçoit une chaudière révolutionnaire pour servir la cause ferroviaire. Dans le ventre de la locomotive, ce n'est plus un, mais 42 tubes de fumée qui chauffent l'eau. La surface d'échange entre le feu et l'eau s'accroît considérablement, permettant de produire 8 fois plus de vapeur et d'augmenter la puissance de la machine. La révolution de la chaudière tubulaire a duré jusqu'à la fin de la traction vapeur. Et sur les dernières locomotives qui ont circulé dans les années 70, les locomotives étaient encore équipées de ces chaudières tubulaires. On n'a jamais trouvé rien de mieux. Marc Seguin fut particulièrement inspiré pour la conception de sa chaudière. Mais les subtilités de la transmission mécanique résistèrent à sa sagacité. La locomotive de Marc Seguin est une locomotive archaïque lorsque Seguin la constitue, parce qu'elle perd beaucoup d'énergie dans une mauvaise transmission des mouvements à partir de bielles qui travaillent verticalement. C'est-à-dire que rien n'est encore en place. George Stephenson, qui est un ingénieur anglais, ingénieur des mines, va inventer, je dirais, la locomotive moderne. C'est la fameuse fusée. Les cylindres sont presque couchés sur la fusée. Les cylindres travaillent directement sur les roues, sans renvoi de bielle en l'air. La bielle attaque directement la roue sur la manivelle. C'est donc beaucoup plus simple et beaucoup plus rationnel. Et la récompense pour lui, c'est que la fusée va rouler à 59 km/h en 1829 au concours de Rainhill. C'est la vitesse la plus grande jamais atteinte par l'humanité en ouvrant simplement un robinet, donc sur une machine. Une performance inédite qui fascine autant qu'elle inquiète. Adolphe Thiers, qui est ministre à l'époque, dit « mais une vitesse de 30 ou 40 km à l'heure va décomposer le corps humain. Le squelette va arriver avant les chairs qui auront de la peine à suivre le squelette. » Donc il déconseille formellement de telles vitesses. Ces peurs irrationnelles ne tiendront pas longtemps devant l'évidence du progrès. Et rien, désormais, ne viendra contrarier la course du chemin de fer. Mais au-delà du transport, c'est la société tout entière qui va être bouleversée par la cadence de la révolution ferroviaire. Avant l'existence du chemin de fer, il n'y a pas vraiment d'heure pour les voyages. Savez-vous que les diligences donnaient rendez-vous au lever du soleil? C'est-à-dire que les gens, quand le soleil commence à se lever, disaient « tiens, il est temps d'aller prendre ma diligence » et on arrivait à pied tranquillement. L'heure est extrêmement floue. Le chemin de fer va imposer l'heure pour une simple raison de sécurité, d'ordre et d'exploitation. Autrement dit, le chemin de fer va créer avec lui une heure extrêmement précise et je dirais même féroce. Et le chemin de fer va donc rythmer la vie à un tel point que l'heure de la gare va remplacer l'heure de l'église. Unifier un territoire, créer un pays, tel fut aussi le rôle du chemin de fer. L'Amérique, un mythe, un pays-continent. D'un océan à l'autre, une succession de contrées sauvages, d'obstacles naturels. Un
Un défi démesuré pour le tout jeune chemin de fer. C'est pourtant une fantastique épopée ferroviaire qui va réellement donner naissance à la nation américaine. Denver, dans le Colorado. À bord du California Zephyr, un train de légende qui traverse les États-Unis d'est en ouest, en 3 jours sur près de 4000 km, Mathieu Barrault va éprouver le tempérament ferroviaire américain. Après avoir quitté la gare de Denver, le California Zephyr entame une longue et lente ascension à travers le brouillard glacial des mythiques Rocheuses. Un premier aperçu de la diversité géographique du continent. Le tracé du California Zephyr reprend l'itinéraire des pionniers de la ruée vers l'or du milieu du 19e siècle. Pas moins de 4 à 5 mois leur étaient nécessaires pour gagner l'ouest du pays dans d'effroyables conditions, luttant contre le froid, la menace des attaques d'Indiens, à la merci des famines et des maladies. Des milliers d'entre eux y laissèrent la vie. And ladies and gentlemen, just for your information, those going to Roseville, that stop will be a little after 1 o'clock. The California Zephyr, driving to Roseville. Aussi surprenant que cela puisse paraître, de riches passionnés du voyage en train peuvent faire accrocher leur voiture de collection à l'arrière du California Zephyr et goûter au luxe ferroviaire d'autrefois. Waouh, c'est trop beau. C'est hyper large, c'est une très très grande pièce. C'est très rare de voir une table comme ça dans un train. Elle est exactement semblable à ce qu'elle était la première fois qu'elle a roulé en 1923. Les présidents des États-Unis avaient une voiture comme celle-ci. Franklin Roosevelt, Harry Truman, c'est exactement dans ce type de voiture qu'ils voyageaient. Des voitures dotées d'une plateforme, véritable podium roulant, utile pour faire campagne et sillonner ce pays-continent. Je ne crois pas qu'on puisse vraiment comprendre ce pays tant qu'on ne mesure pas à quel point il est immense. Et quand vous prenez le train de Chicago à San Francisco, vous voyez cette immensité de vos propres yeux. Et vous découvrez des paysages comme celui-ci. Il n'y a personne. Ce sont des terres de cow-boys et ça n'a pas changé en 150 ans. C'est une bonne façon de découvrir et de comprendre les États-Unis. Après plus de 40 heures de traversée, le Zéphyr touche enfin à son but. La Californie. Welcome to Amtrak at Sacramento Station. Sacramento, capitale de l'État. Ville emblématique du développement du chemin de fer aux États-Unis. Point de départ d'une des plus incroyables aventures humaines et technologiques. La première ligne transcontinentale. Le chemin de fer, c'est une donnée fondamentale du développement des États-Unis au XIXe siècle. C'est aussi important que lorsque l'homme a marché sur la Lune 100 ans plus tard. Et dès le départ, il a été question de bâtir une voie qui traverserait les États-Unis d'est en ouest.
Construire un chemin de fer transcontinental, ça exigeait non seulement des ingénieurs capables d'innover, mais aussi des gens capables d'accomplir des choses qu'on pensait jusqu'alors impossibles. C'est vraiment une histoire incroyable. Pour répondre à cette folle ambition, le Congrès adopte en 1862, à la demande de Lincoln, le Pacific Railroad Act. Créer la plus grande voie de chemin de fer au monde, un défi immense dans une Amérique alors déchirée par la guerre de sécession. En arrivant à la gare, là, j'ai vu une immense fresque qui décrit le début du chemin de fer ici à Sacramento. C'est une de mes fresques favorites. Elle représente le premier coup de pioche du transcontinental le 9 janvier 1863. Mais vous savez que ça s'est passé exactement sous vos pieds? Ici même. Ouais, ici même. C'est très émouvant de se trouver à l'endroit où tout a commencé finalement. Et alors pourquoi ça a commencé ici? Sacramento, c'est la capitale de l'État et elle l'était déjà en 1863. À ce moment-là, elle était aussi au centre de l'activité économique de l'État et tout l'or des mines convergeait vers Sacramento. Dans cet épicentre de la fièvre aurifère, 4 hommes, Leland Stanford, grossiste de son État, Charles Crocker, propriétaire d'une forge, Collis Huntington et Mark Hopkins, quincaillier, s'allient pour fonder la Central Pacific Railroad Company. Surnommée le Big Four, cette bande de commerçants hardis fait le pari que cette voie transcontinentale leur apportera gloire et fortune. Mais impossible de mener à bien ce projet titanesque sans une armée de travailleurs chevronnés. Juste après le début du chantier, on a manqué d'ouvriers, pour plusieurs raisons. Beaucoup d'hommes étaient partis combattre dans l'est du pays à cause de la guerre de sécession. Et ceux qui restaient, ils trouvaient le travail trop dur et mal payé. Alors il y en a beaucoup qui ont démissionné. Et la main-d'œuvre a fait cruellement défaut. Alors est venue l'idée d'embaucher des Chinois. Beaucoup d'entre eux étaient venus en Californie pour la ruée vers l'or, comme tout le monde, pour faire fortune. Mais à cause des discriminations dont ils faisaient l'objet, à cause des lois et des préjugés, ils ne trouvaient pas de travail. Leland Stanford, lui, il ne voulait pas des Chinois. Mais Charles Crocker lui a dit « Réfléchis un instant. Ils ont construit la Grande Muraille de Chine. Je pense qu'ils peuvent nous aider à construire le chemin de fer. » Donc, ils sont tombés d'accord pour essayer. Et en quelques semaines, les Chinois se sont révélés d'extraordinaires travailleurs, courageux, infatigables, bon marché et loyaux. Le contingent des travailleurs de la Central Pacific Railroad Company se montre d'une efficacité redoutable et la pose des rails avance à un rythme effréné. Rien ne semble en mesure de contrarier l'ambition du Big Four, si ce n'est la nature elle-même. À seulement une centaine de kilomètres de Sacramento, se dresse un terrible obstacle. A priori infranchissable, les pentes escarpées de la Sierra Nevada. Là, on va arriver à 2000 mètres. La neige ici, c'est l'une des plus denses d'Amérique. C'est une partie de la chaîne de la Sierra Nevada, un immense bloc de granit qui sort de terre. Phil Sexton et Mathieu Barrault roulent vers le sommet de Donner Pass, un lieu inscrit dans la mémoire collective américaine pour la tragédie qui s'y est déroulée en 1847. Un groupe de pionniers en marche vers la Californie, piégé par la rigueur d'un hiver implacable, y périt pour moitié. Certains des survivants s'adonneront même au cannibalisme. Là, on arrive au col. Vous en pensez quoi ? Maintenant, on entre dans le grand bassin des États-Unis, sur le versant est de la Sierra Nevada. Donner Pass. Un lieu aussi hostile que frappant de beauté.
Alors moi, je peux quand même pas m'empêcher en tant qu'ingénieur de penser qu'en voyant ces montagnes, ces forêts et ces rochers, c'est un truc complètement fou de vouloir faire passer une voie de chemin de fer ici, quoi. Ouais, fou, c'est exactement le mot pour qualifier ce projet. Et ça correspond aussi à l'homme qui l'a élaboré. Celui qui a dessiné cette route était surnommé Judas le Dingue, parce qu'il avait cette obsession de faire passer une voie de chemin de fer à travers la Sierra Nevada. Les gens disaient qu'il était fou parce que c'était vraiment la seule chose qui l'intéressait, c'était son idée fixe. Il passait son temps à exposer ses projets, à les décrire, à explorer ces montagnes. Et finalement, avec ses plans, il est parvenu à convaincre les investisseurs de faire de son rêve une réalité. Il n'y avait aucun autre choix pour aller de la côte est à la côte ouest que de passer par ici. Il y avait d'autres options, mais celle-ci c'était la meilleure, parce que la pente était la plus douce. Et c'est crucial pour le chemin de fer qui ne peut pas franchir une rampe supérieure à 2,5%, un dénivelé de 2,50 m sur une distance de 100 mètres. Oui, ça c'est vraiment le revers de la médaille du contact entre la roue et le rail. C'est qu'avec cette invention géniale de la roue et du rail, on a une très faible résistance à l'avancement. On peut donc tirer des très lourdes charges avec peu de puissance, mais en même temps, on a une très faible motricité. Quand vous rencontrez une chaîne de montagnes, il y a deux solutions. Soit vous la contournez, soit vous passez à travers. Mais pour le train, c'est compliqué. Il ne peut pas serpenter en permanence et prendre des virages serrés. Donc la solution, c'était de faire des tunnels. Il y a ici 13 tunnels entre la zone d'Emigrant Gap et le sommet. Là, vous voyez un groupe de plusieurs tunnels. Le 6, le 7, le 8, le 9, et ainsi de suite, jusqu'à la ville de Truckee. Ainsi, le train peut suivre des courbes douces et une rampe parfaitement adaptée. C'est le tracé idéal. Mais percer la montagne en son cœur est une gageure. Pour protester contre leurs épouvantables conditions de travail, les ouvriers chinois se mettent en grève. En représailles, Charles Crocker les prive alors de nourriture, les contraignant ainsi à la reprise de l'ouvrage. Dans cette course ferroviaire vers l'Est, le but devient le moyen de la conquête. Les matériaux sont convoyés au plus près du chantier, dans des wagons tirés par des locomotives, avalant les rails à peine posés. De flamboyants chevaux de fer demeurés légendaires. Ce que j'adore avec ces locomotives, c'est leur couleur. On dirait un grand jouet là, magnifique, avec des chromes rutilants partout. C'est assez difficile d'imaginer que c'est un objet technique en fait. C'est un objet qui sert pour tirer des wagons. Là, on a vraiment une superbe œuvre d'art. Je pense que c'est l'expression d'une certaine exubérance du 19e siècle. Les constructeurs étaient si fiers d'eux et ils voulaient que ça se voie. Mais les conducteurs aussi. Ceux qui étaient affectés à une locomotive, même s'ils n'en étaient pas directement propriétaires, c'était un peu la leur. Et ils en prenaient grand soin. Ils les faisaient briller, ils les décoraient. Alors, une chose qui m'étonne aussi beaucoup en tant qu'ingénieur, à l'avant, on a des tout petits trous un peu ridicules. À quoi ça servait ? La grande roue est reliée à la bielle qui fait avancer et reculer la locomotive. Les deux petits chariots à l'avant et à l'arrière sont les bogies et ils ne sont pas fixes. Les bogies sont des petits chariots à 4 roues. Disposés à l'avant et à l'arrière de la machine, ils permettent une meilleure répartition de la masse de la locomotive sur les rails. Ils équipent également chaque voiture. Indépendants entre eux, les bogies sont mobiles par rapport au châssis grâce à un pivot placé en leur centre. Ainsi, en courbe, ils s'orientent successivement vers le centre de celle-ci, permettant au train de prendre le virage avec douceur et stabilité. C'est très important dans les débuts du chemin de fer, parce que dans la course pour la construction, les rails étaient posés à la va-vite. Ils étaient irréguliers, avec des bosses, et parfois pas totalement parallèles. Et grâce à ces bogies flexibles, le train pouvait tenir sur la voie, et aujourd'hui encore, sont des éléments importants pour la sécurité ferroviaire.
Les locomotives de la Central Pacific Railroad Company ne sont pas les seules à relever le défi transcontinental. Une compagnie rivale, l'Union Pacific, se lance à son tour dans l'aventure depuis l'est du pays. Point de départ du chantier, la ville d'Omaha, surnommée la porte d'entrée vers l'ouest. L'ancien général unioniste Grenville Dodge prend le commandement d'une armée constituée d'immigrés irlandais, d'esclaves affranchis et de vétérans de la guerre civile. Mais si les vastes plaines du Nebraska offrent un terrain très propice, l'Union Pacific va devoir affronter d'autres difficultés. La plus grande difficulté rencontrée par l'Union Pacific, c'est ce qu'on a appelé « Hell on Wheels », les villes de l'enfer roulant. Ces villes, en fait, c'étaient des cabanes et des tentes qui étaient transportées à l'arrière des trains puis installées temporairement le long des rails en construction. C'étaient des endroits où régnait une violence incroyable et des mœurs sauvages. Il y avait des casinos, des saloons, des bordels, des lieux de perdition. Pour chaque ouvrier mort sur le chantier, il y en avait 4 qui étaient blessés ou tués dans ces enfers roulants. Et l'autre grand problème pour l'Union Pacific, c'était les Indiens qui vivaient sur ces terres depuis des milliers d'années. En réaction à cette intrusion sur leur territoire, ils attaquèrent les trains. Pour les Indiens, le chemin de fer fut une catastrophe irréversible qui a bouleversé leur façon de vivre pour toujours. En 1869, les tracés rivaux en provenance d'est et d'ouest convergent. Mais les compagnies, mues par l'appât du gain, poursuivent leur chantier en parallèle. Une absurdité à laquelle met fin le président Grant en exigeant qu'ils se rejoignent enfin, en plein cœur de l'Utah, au lieu dit de Promontory Summit. Ça, c'est la fameuse photo de la pose du dernier clou. Et vous pouvez remarquer que les 2 mécaniciens à l'avant des locomotives tiennent chacun une bouteille à la main. À gauche, c'est de l'eau du Pacifique, à droite, de l'eau de l'Atlantique. C'est le symbole de l'union des 2 océans par un ruban de fer. Il restait un tronçon de rail à poser. Et c'est une équipe d'ouvriers chinois qui a été choisie pour l'installer en reconnaissance de leur immense contribution. On organisa alors une cérémonie pour planter le dernier clou, un clou en or. C'est le symbole de l'union de l'Amérique. C'est vraiment ce qui a fait de l'Amérique une nation transcontinentale, d'est en ouest. Ce qui était une expédition de 4 mois en chariot ou 6 mois par bateau pour rejoindre la côte ouest est devenu un voyage d'une douzaine de jours, puis très rapidement de seulement 8 jours. Ça a vraiment mis l'Amérique en mouvement. L'Europe n'échappe pas non plus à l'ambition transcontinentale. Les trains courent de capitale en capitale. Tirés par des locomotives toujours plus puissantes, vomissant dans les plaines une vapeur phénoménale. Et les reines de ces créatures fumantes furent les Pacific 231. L'une de ces majestés, aujourd'hui endormie, va bientôt reprendre vie. Vieille de 96 ans, cette locomotive classée monument historique est un témoignage rare des travaux de l'ingénieur André Chapelon, mondialement connu sous le surnom de génie de la vapeur française. On dirait une porte de coffre-fort. Et voilà. Et on va l'ouvrir, le coffre-fort. Une vapeur dont la recette se dissimule derrière l'épée battant de la boîte à fumer. Alors, qu'est-ce que c'est que ce dispositif qu'on voit, qui occupe le centre de la boîte à fumer? Alors, ça, c'est en fait l'échappement. C'est par ici que s'en va la vapeur qui a fait son travail dans les cylindres. C'est ça qui fait d'ailleurs chouchou. Le chouchou des locomotives à vapeur, c'est ça. Et en même temps, c'est par là que sont évacuées les fumées et les gaz chauds de combustion du charbon. Donc là, on a un système, un accélérateur de tirage, en fait. Effectivement, à partir du moment où de la vapeur s'échappe,
Ça aspire les gaz chauds du foyer. Donc ça améliore énormément la production de vapeur. Et là, on a un deuxième dispositif, là. Qu'est-ce que c'est? Donc ce qu'on voit, ce sont des tubes à fumée. D'accord, donc ça, c'est comme sur la chaudière de Marc Seguin. Exactement. Alors par contre, il y a une nouveauté, là, ce sont ces autres tubes qui pénètrent dans les tubes à fumée. Oui, c'est ce que l'on appelle les surchauffeurs. Par ces tuyaux, la vapeur tout juste créée repasse au cœur de la chaudière pour monter jusqu'à 350 degrés. Débarrassée de la moindre gouttelette d'eau, cette vapeur sèche offre un rendement sans égal. Des locomotives qui avaient des puissances de l'ordre de 2300 chevaux, avec toutes ces améliorations, sont passées à plus de 3000, voire approcher les 3500 chevaux. Ce qui est encore plus fantastique, c'est que tout ceci, en consommant 20% d'eau en moins, et surtout en consommant au moins 15% de charbon en moins. Donc ça, c'est remarquable parce qu'il arrive à faire plus de performance avec moins. Exactement. Pour faire revivre cette machine d'exception, Alain et tous les membres du Pacific Vapor Club travaillent d'arrache-pied depuis près de 10 ans. Une aventure sur le point d'aboutir avec la première remise en chauffe de la Pacific. Impressionnant les escarbilles. Ah ouais. Là, on est prêt à lui faire ses premiers tours de roue. Bon, bah, suspense alors, on va voir si ça démarre. Voilà, la vieille dame commence ses premiers tours de roue. Excellent. Ouais, ferme. Ah, c'est génial. Voilà, elle roule. Elle roule. Fantastique. Après 10 ans d'efforts, voilà la récompense. Si les Pacific 231 ont su sublimer les pouvoirs de la vapeur, leur raffinement technologique sonne toutefois comme un chant du cygne, devenu inévitable. C'est une machine qui est gourmande en charbon. Le charbon coûte très cher. C'est une machine qui est gourmande en main-d'œuvre. Il faut 2 hommes à bord. Et c'est une machine qui surtout demande 8 heures de travail avant de démarrer. Donc le problème de la locomotive à vapeur se pose. Au sortir de la Seconde Guerre mondiale, la vapeur entame un lent et long déclin, concurrencée par les motrices diesel, mais surtout par le développement irrésistible de la propulsion électrique. L'électrification, au départ, c'est un coût, car les infrastructures peuvent paraître assez lourdes. Mais ce coût, en fait, se rentabilise extrêmement rapidement du fait de la flexibilité du parc de locomotives électriques, d'une part, et puis, d'autre part, du fait que ces locomotives, bien sûr, sont immédiatement utilisables, contrairement à ce qui se passait au temps de la vapeur. Mais la révolution électrique s'avère insuffisante pour perpétuer le règne du train sur le monde des transports. Pour les décideurs, comme on dit de l'époque, il n'y en a que pour l'autoroute, la bagnole, le béton et la caravelle d'Air Inter. L'avion, c'est beaucoup plus moderne, beaucoup plus rapide, etc. Donc les cheminots sont très découragés. Le chemin de fer apparaît comme étant quelque chose de sans avenir.
Et alors, c'est le TGV qui va tout changer. Un temps parti sur la piste d'un turbotrain équipé d'une turbine d'hélicoptère, le choc pétrolier oriente le bureau de recherche de la SNCF définitivement sur la voie de la propulsion électrique. Une option qui avait fait ses preuves dès 1964 avec le Shinkansen japonais, précurseur de la grande vitesse ferroviaire. Le TGV est lancé. Rapidement, les prototypes dépassent les 300 km/h. Dès septembre 1981, les Français peuvent parcourir la distance Paris-Lyon en 2h40, contre 4 heures auparavant. Le TGV pose les bases d'une nouvelle conception de l'ingénierie ferroviaire. Sa rame articulée, encadrée par 2 motrices qui tirent et poussent simultanément le train, sa finesse aérodynamique l'imposeront comme un des fleurons de l'industrie hexagonale. Le TGV est la parfaite synthèse d'une technologie de pointe et de principes mécaniques éprouvés. Ainsi, les roues sont-elles quasiment semblables à celles des premières locomotives, avec un profil légèrement conique. Dans un virage, le rayon de courbure du rail extérieur est plus grand que celui du rail intérieur. La distance parcourue par la roue extérieure d'un essieu est donc plus grande que celle parcourue par sa roue intérieure. Mais les roues d'un essieu tournant à la même vitesse, il faut compenser cette différence pour éviter que le train ne dérape. Pour y parvenir, une solution simple a été trouvée. Donner aux roues un profil légèrement conique. Ainsi, dans un virage, lorsque la force centrifuge déporte le train, la roue extérieure monte sur un diamètre plus grand que celui de la roue intérieure, qui simultanément glisse vers un plus petit diamètre. Les 2 roues d'un même essieu peuvent alors parcourir des distances différentes tout en roulant à la même vitesse. Le 3 avril 2007, le TGV a atteint sa vitesse record, 574,8 km/h. Une performance exceptionnelle accomplie par un TGV spécialement configuré pour l'occasion, avec des roues plus grandes et une rame raccourcie. En l'espace de 2 siècles, la vitesse sur rail a quasiment été multipliée par 100. Une folle allure à laquelle l'excellence du génie civil apportera son concours. Ainsi, le tunnel sous la Manche, inauguré en 1994, avec ses 50 km dont 38 sous-marins, mit l'Angleterre à 20 minutes de la France. Un chef-d'œuvre d'ingénierie, aujourd'hui surpassé par un ouvrage prodigieux. Le tunnel de base du Gothard, détenteur d'un nouveau record du monde. 57 km percés au cœur des Alpes suisses. Et on est dans le plus long tunnel du monde. Génial. Alors bien sûr, maintenant, la vue va être un peu plus monotone. Ah, c'est vraiment magnifique, hein. Il y a un côté science-fiction de passer dans ces tunnels tout droit là. Oui. Là, c'est quand même assez génial parce qu'on est à 200 km/h et on a un effet de perspective. C'est rare d'avoir une telle perspective droite comme ça, quoi. Oui, parce qu'on a effectivement essayé d'avoir une ligne, un tracé de la ligne le plus rectiligne possible. Il n'est pas complètement rectiligne, mais ici, on a environ 8 à 9 km devant nous de visibilité. Alors là, ce qui est assez impressionnant, c'est qu'on est complètement sous la montagne, là. Là, on est sous la montagne, on est à 17 km du portail nord, donc dans une douzaine de kilomètres. On aura effectivement sur nos têtes, au-dessus de nos têtes, 2300 mètres de roche. Et puis surtout, chose importante à dire, la température de la roche à cette profondeur-là
elle dépasse les 50 degrés, ce qui fait que la température en tunnel, elle est à 40 degrés, voire plus à certains endroits. 40 degrés. 40 degrés. Et ça, c'est uniquement dû aux 2300 mètres de roches qui font isolant au-dessus. Voilà, exactement. Il y a une bonne isolation. Hein. On a une bonne isolation, effectivement. Il n'y a pas de risque de neige ici. Partant du nord des Alpes suisses et débouchant au sud, le tunnel du Gothard est composé de 2 tubes à sens unique, reliés tous les 325 mètres par des rameaux de communication. Cette structure permet de faire de chaque tronçon un espace isolé et une solution d'évacuation en cas d'incendie. On va arriver là maintenant à la sortie. Donc juste après le virage qu'on a ici sur la gauche, on va voir quel temps il fait au Tessin, s'il fait beau ou si c'est couvert comme c'était le cas au nord. Ça a l'air d'avoir de la lumière. Waouh, c'est splendide! C'est incroyable, hein. On traverse non seulement une montagne, mais en plus des régions, on passe d'une météo à une autre. Voilà, bienvenue au Tessin. Ah, c'est génial. Ici parle l'italien. Inauguré en juin 2016, le plus long tunnel ferroviaire du monde a nécessité 17 années de travaux, dont 10 uniquement consacrés au percement à l'aide d'engins à la démesure du projet. 28 millions de tonnes de gravats furent ainsi excavés pour creuser les 114 km des 2 tubes, mais également les puits d'évacuation d'air et les galeries d'accès. En ce début du XXIe siècle, tous les ingrédients de la science ferroviaire semblent parfaitement maîtrisés. Comment le train pourrait-il encore progresser? Si vous me disiez quel sera le train vers 2080, 2100, je vous dirais, je peux vous le montrer. Vous seriez sans doute surpris et je vous emmène à la gare du Nord. Je vous montre le tout dernier Thalys ou le tout dernier Eurostar. Ces trains rouleront encore dans 50, 60 ans. Le chemin de fer dans 60 ans sera le même que celui d'aujourd'hui. Pour que le train évolue, il faudrait en théorie une rupture technologique, c'est-à-dire qu'on a longtemps pensé qu'il faudrait abandonner le système roue-rail en acier. Au Japon, la barre des 600 km/h a été franchie par un prototype d'un nouveau genre, le maglev. Maglev, c'est la contraction de 2 termes anglais, magnetic et levitation. C'est un train à sustentation électrodynamique. Le maglev est un train le long duquel sont disposés de puissants électroaimants. Sur la voie de guidage en forme de U sont placés d'autres électroaimants dont les polarités peuvent être modifiées. L'alternance de polarités fait que le train est tour à tour attiré, puis repoussé par la voie, le faisant ainsi avancer. Plus l'inversion de polarité est rapide, plus le train avance vite. À partir de 150 km/h, les roues du train se rétractent, car le champ magnétique généré par le passage du maglev sur la voie lui permet de léviter à une hauteur de 10 cm. Mais cette technologie de pointe est si novatrice qu'elle exige des investissements faramineux. On a sur ce système vraiment une optimisation des coûts à chercher. En ce qui concerne la France, par exemple, on ne va pas remplacer une infrastructure existante pour accueillir un train à substentation magnétique. Et le gain qu'on aurait en vitesse ne serait jamais compensé par la dépense qu'il y a à faire. Et le domaine de l'hypervitesse n'échappe pas aux lois de la physique. Les frottements de l'air y croissent de façon considérable, imposant une propulsion puissante et énergivore. Alors face à ces questions d'aérodynamique, grande est la tentation évidemment de se dire on pourrait se passer du problème en faisant circuler un train dans un tube dans lequel on aurait réalisé un vide total ou partiel. C'est le principe même de l'Hyperloop. Hyperloop,
Un projet né dans l'esprit d'un milliardaire avide de progrès, Elon Musk. Des essais sont conduits depuis mai 2017 dans le désert du Nevada. Et les premiers voyages à près de 1200 km/h devraient être possibles dans moins de 5 ans. Hyperloop, c'est Jules Verne, ça fait rêver, c'est le monde de demain et ça ouvre de nouvelles possibilités puisque faire 600 km en une demi-heure ou à peine plus, si on prend les avantages du train qui est un embarquement rapide et centre-ville à centre-ville et que l'on prend la vitesse de l'avion, ben, globalement on a cumulé les avantages du train et les avantages de l'avion. Donc si ça marche, c'est une vraie promesse aux voyageurs. Une promesse digne de perpétuer le charme si singulier d'une aventure bicentenaire. Le monde du chemin de fer est un monde au-delà du miroir. C'est Alice au pays des merveilles. Quand on va dans une gare, on passe dans un autre monde, parallèle. Prendre un train, même un modeste train de banlieue tous les jours, c'est une aventure absolument immense. Le voyage en train, ça n'est jamais tout à fait banal. Il y avait une très belle phrase du poète Guillaume Apollinaire qui disait « Crains qu'un jour, un train ne t'émeuve plus ». Et cette phrase résume peut-être à merveille cette magie que l'on arrive que très difficilement à cerner, mais qui entoure toujours le monde ferroviaire et qu'il existe encore des gens qui s'arrêtent pour regarder passer un train.